En 1925, au Salon des Arts Décoratifs, un jeune architecte suisse présente une petite maquette qui fait scandale. Cet inconnu, qui commence à se présenter comme Le Corbusier, propose simplement de raser l'essentiel de la rive droite de Paris, du Marais aux Champs-Élysées et de la Seine à la gare de l'Est. Tout le centre historique disparaîtrait, remplacé par un système de grandes tours cruciformes, de barres d'immeubles et d'autoroutes. Le projet, appelé le plan voisin, vise à adapter radicalement Paris à un futur qui se développe alors de manière spectaculaire. La domination des communications rapides, l'habitation collective de masse et la destruction des restes du passé. Les réactions sont scandalisées. Un demi-siècle après Haussmann, quelques années après la Première Guerre mondiale, Paris n'est certainement pas prête à d'autres destructions. Et les Parisiens imaginent alors mal qu'une ville de plusieurs siècles abdique devant des techniques inventées quelques années auparavant, comme le béton armé, la voiture ou l'avion. Mais Le Corbusier était-il vraiment sérieux ? Le plan voisin était-il une vraie anticipation des problèmes posés par le siècle nouveau ou une provocation publicitaire de jeune homme ? Même si Paris a échappé à la destruction, le plan voisin donne en fait une réponse radicale au problème fondamental de l'urbanisme contemporain. Comment adapter une ville, par définition un espace hérité du passé, à des modes de vie qui changent rapidement et de manière imprévisible ? Le Corbusier, dans les années 20, n'est qu'un jeune architecte méconnu, qui a peu construit, étranger aux architectes de Paris, où il s'est installé en 1918. Tout ce qu'il a, c'est une conception radicalement neuve de la ville. Depuis la fin du 19e siècle, on s'est en effet mis, en Europe, à repenser les villes, pour plusieurs raisons. Il y a d'abord la croissance démographique. D'environ 600 000 habitants à la Révolution, Paris voit sa population atteindre 1 million d'habitants autour de 1843, 2 700 000 en 1900 et l'agglomération atteint 5 millions en 1920. Cette explosion met la ville en danger. Si chacun des nouveaux habitants construit sa propre maison comme il le veut, l'espace bâti s'étendra sans limite, les temps de trajet augmenteront et l'administration de l'espace deviendra impossible. On passe donc de l'architecture à une nouvelle discipline, l'urbanisme, qui a pour but d'organiser l'espace urbain comme un ensemble cohérent, au-delà du seul bâtiment ou d'une seule rue. La nécessité de planifier est ensuite aggravée par une rupture majeure, la Première Guerre mondiale. Guerre totale, elle a imposé en 4 ans la pointe de la technologie, les chars d'assaut, les avions ou les voitures. Avec elle est née la production technique de masse, les communications rapides, mais elle a aussi laissé des villes entièrement à reconstruire. Dans les années 20, les grandes villes européennes voient soudainement apparaître de nouveaux outils techniques. Après le métro au 19e siècle, c'est la voiture, le bus ou les lignes aériennes. Les modes de vie évoluent donc rapidement, et la vision de la ville avec. L'idée se développe que les vieux centres-villes sont des éléments du passé, dont le développement est définitivement achevé. Ce seraient des villes mortes qui ne peuvent plus répondre aux nouveaux besoins sociaux. Une distinction apparaît donc chez les urbanistes entre la ville ancienne, antérieure à la fin du 19e siècle, et la ville moderne, celle du 20e siècle industriel. C'est un urbaniste italien, Gustavo Giovannoni, qui a d'abord défini ce en quoi elle s'oppose. D'abord, la ville ancienne empêche, contraint les circulations, alors que la ville moderne est au contraire centrée autour des communications qu'elle cherche à faciliter. Ensuite, la ville ancienne ne distingue pas les espaces. Les lieux de résidence sont également les zones d'activité et de commerce. La ville moderne, au contraire, se forme par zonage. On attribue à différents espaces différentes fonctions. Ici, les usines, là les maisons, là encore les boutiques. La ville ancienne n'est pas non plus planifiée. Elle procède des gestes des individus qui l'habitent. La ville moderne est créée par plan, formée à l'avance, souvent par une autorité politique, c'est-à-dire qu'elle s'impose et elle préexiste aux habitants. Enfin, la ville ancienne est le lieu de la densité, de la saturation de l'espace, alors que la ville moderne organise les pleins et les vides
pour créer des espaces d'agitation et d'autres de respiration, comme les parcs, les squares ou les bois. Mais comment organiser la relation de ces deux villes que tout oppose ? L'une existe déjà et l'autre cherche à exister. Elles sont déjà en conflit dans les années 20. Les camions approvisionnent les villes, les automobiles les traversent, les lignes aériennes permettent de les relier, tandis que le télégramme, le téléphone ou l'électricité étendent les fonctions de la maison. La ville ancienne gêne donc les nouveaux modes de vie. Les ruelles du Marais sont mal adaptées aux voitures, les maisons d'Ancien Régime ne s'habitent pas de cette manière moderne. On sent donc naître une tension, et Le Corbusier s'en inquiète, en déclarant qu'il y a menace sur Paris. La ville qui a été la capitale du 19e siècle est coincée dans des formes anciennes. Il faut de toute urgence l'adapter pour la sauver et pour servir de modèle à ce que l'on perçoit comme un nouveau monde. Dans les mots de Le Corbusier, que Paris parle aujourd'hui et le monde écoutera. Dans les années 20, les projets s'accumulent pour trouver les recettes de ce Paris moderne. Dès 1919, la préfecture de Seine et la ville de Paris organisent un grand concours, le plan d'aménagement, d'embellissement et d'extension de Paris. Différentes configurations y sont envisagées. L'extension horizontale, par la création en dehors de la vieille ville d'immenses cités-jardins, ou l'extension verticale, par le projet d'Auguste Perret, qui souhaite étendre la perspective des Champs-Élysées par un alignement de 300 gratte-ciel, appelé les maisons-tours. Le projet de Le Corbusier offre en fait une réponse radicale au problème de la relation entre les deux villes anciennes et modernes, qui consiste à nier cette relation en supprimant la ville ancienne. Ce geste brutal de table rase vise à provoquer, pour attirer l'attention sur un problème que le jeune architecte pense, à juste titre, déterminant pour la ville du siècle nouveau. Le Corbusier voit l'inadaptation de Paris à la vie moderne comme une maladie qu'un médecin, lui-même, doit soigner. La circulation sanguine de la ville, les communications terrestres, n'étant plus assez fluides, il faut ouvrir les artères au risque de l'hémorragie. Les solutions de Le Corbusier pour Paris correspondent en fait à plusieurs projets, entre les années 20 et les années 40. C'est donc une volonté longue, pensée et mûrie. Elle trouve son origine dans un projet présenté en 1922, la ville contemporaine de 3 millions d'habitants. Ce projet est une première provocation. Invité par les organisateurs du Salon d'automne de 1922 à dessiner un petit élément d'art urbain, comme une fontaine, Le Corbusier aurait répondu « Très bien, je vais dessiner une fontaine, et derrière elle, une ville pour 3 millions de gens. » Il cherchait à rendre clairs les principes essentiels de sa ville moderne, hors de tout contexte et de tout lieu particulier. C'est un produit de l'imagination, une cité idéale. Mais en 1925, un ami de Le Corbusier voit dans cette cité idéale un moyen de projeter la France dans le futur et décide d'en financer l'adaptation à la ville de Paris. Cet ami est Gabriel Voisin, fabricant de voitures et d'avions. Et cette alliance dit beaucoup. Dans une forme de culte des techniques, le nouveau Paris doit tourner autour des machines, en particulier la voiture et l'avion, les deux nouvelles incarnations du progrès. Le projet des deux hommes est ce que l'on appelle en soi le plan Voisin, marqué par une grande maquette demeurée célèbre. Il y a ensuite différentes variations du projet, jusqu'en 1947, mais les principes fondamentaux de l'organisation de la ville restent les mêmes. D'abord, le Paris moderne de Le Corbusier est fondé sur un urbanisme de table rase. Il faut tout détruire pour retrouver un espace plat et vide, le milieu abstrait, fantasmé des théoriciens. Ensuite, on ne conserve du passé que quelques traces, des monuments isolés de leur contexte, un peu à l'image des ruines romaines. On garde le Louvre, les portes Saint-Martin et Saint-Denis, l'Élysée, quelques églises. Des ornements vidés de leur sens, qui font oublier la ville passée au profit de la simple décoration. Une fois la ville ancienne détruite, la nouvelle se fonde sur 4 principes. D'abord, le privilège des communications. La ville moderne est une fourmilière
toujours en mouvement. La majorité de l'espace doit donc être laissée aux circulations. Le cœur de ville est un no man's land consacré aux communications, par un ensemble aéroport, autodrome, gare centrale, à peu près à notre métro Strasbourg-Saint-Denis. Pour faciliter les communications, il faut ensuite refuser le principe de rue traditionnelle, que Le Corbusier nomme la rue corridor. La rue n'est, selon lui, qu'un résidu des siècles, un organe inopérant, déchu. Le croisement étant l'ennemi de la circulation, il s'agit de limiter au possible le nombre de rues et de privilégier des grands axes à plusieurs niveaux, d'où 2 écrasantes lignes autoroutières traversant la ville d'est en ouest et de nord en sud. L'habitation humaine est donc très concentrée. Le Corbusier prévoit dans le projet de 1925 24 tours de 60 étages, regroupant 500 000 habitants sur un espace réduit. L'humain ne doit pas prendre de place. Enfin, l'espace est organisé par zonage fonctionnel. Il y a le centre d'affaires, du côté de la rue de Rivoli. Il y a le quartier administratif, entre la place Vendôme et les Champs-Élysées. Il y a enfin l'espace d'habitation, que sont les tours cruciformes. Aucune liberté d'installation. La ville est décidée d'avance, et il s'agit simplement de stocker les activités et les humains en leur place assignée. Au final, Paris deviendrait la forme architecturée de la vitesse. En apparence, le plan voisin est un échec. Sa réalisation n'a jamais été envisagée. Le Corbusier l'a pourtant proposé avec un certain opportunisme à des pouvoirs très différents. À la fin des années 30, il se rapproche du Front populaire qu'il pense capable de mener son projet. En 1941, il s'installe à Vichy et écrit un destin de Paris pour le faire accepter par le gouvernement de Pétain. En 1945, il présente une version réduite au gouvernement provisoire. Et après 1957, il propose différentes adaptations à son ami André Malraux. Il veut détruire les quais de Seine, la gare d'Orsay, le Grand Palais. Malraux finira au contraire par s'en dresser contre la doctrine de la table rase, en édictant la loi de 1962 qui porte son nom, qui inaugure la solution massivement adoptée par les centres-villes français, la sauvegarde. Dans les mots de Malraux, c'est à la fois préserver l'extérieur et moderniser l'intérieur. Ville moderne et ville ancienne doivent donc plutôt coexister, d'où, plus tard, le quartier de la Défense, soigneusement placé en dehors de la ville. En apparence, Le Corbusier est mis en échec et reste jusqu'à sa mort en 1965 blessé de la défaite de son grand dessein. Et pourtant, le plan voisin est l'un des projets les plus influents de l'urbanisme contemporain. En regardant les formes urbaines produites dans la deuxième moitié du XXe siècle en France, on pourrait dire que le plan voisin a été réalisé un peu partout. Après la Seconde Guerre mondiale, les besoins de logement, de modernisation, d'urgence des villes européennes poussent à adopter les solutions simples et bon marché de Le Corbusier. La forte concentration de l'habitat, la construction en béton, les zonages simples. C'est dans la banlieue que ces opérations étaient les plus vives. Mais même pour le centre de Paris, l'architecte Raymond Lopez va continuer le travail de Le Corbusier, en trouvant, lui, les appuis politiques nécessaires à sa réalisation. Responsable de l'urbanisme parisien à partir de 1958, il applique les principes du plan voisin dans des opérations qui ont fortement marqué la capitale. Les Olympiades, Beaugrenelle, Montparnasse ou la destruction des Halles. Du reste, l'idée d'un centre multimodal au cœur de Paris a bien été réalisée. C'est Châtelet-Les Halles, à sa construction la plus grande gare du monde. Au-delà du cas français, l'idée de la tour cruciforme de très haute densité a eu beaucoup d'influence, aux États-Unis pour le logement social ou dans les mégalopoles asiatiques en manque d'espace. Mais le plan voisin est peu important parce qu'il a nourri de très fortes critiques et de très vives réactions. D'abord contre son refus de l'histoire. La ville de Le Corbusier n'a pas de temporalité. Elle détruit le passé et elle n'a pas non plus de futur parce qu'elle est fixée une fois pour toutes. Elle ne prévoit aucune évolution. C'est une conception absolue de l'espace, hors de tout contexte. Toutes les villes doivent se ressembler,
et la spécificité des cultures est un obstacle à supprimer. Ensuite, le culte de la technique et de la vitesse a été très critiqué. Dans les années 70, c'est d'abord un urbaniste, Paul Virilio, qui a commencé à en souligner les dangers. Dans la ville moderne, l'être humain abdique sa liberté parce que tout est pris en charge par les techniques. L'espace est davantage fait pour les machines que pour lui. Les individus sont presque en trop et n'ont du reste même plus de lieu où se rencontrer et exister librement. De manière générale, on a remarqué que cette vision de la ville correspond à une vision des êtres humains qui sont ramenés à une forme de simplicité. La conception de Le Corbusier est purement abstraite. Il y a une nature humaine, stable, au-delà des individus particuliers, et il suffit de se fonder sur cette nature pour construire une maison rationnelle. Un humain mesure grossièrement 1,70 m. Les plafonds de 5 mètres des hôtels particuliers sont donc parfaitement inutiles. Pour être le plus efficace, il suffit que les mesures et les proportions des pièces soient universelles. Les hommes dorment, se déplacent et travaillent. Il suffit donc de donner tout pouvoir à ces 3 fonctions dans la ville. On a donc souvent critiqué la ville corbusiérienne comme une forme de cage humaine, rationnelle. On pourrait ajouter aux critiques théoriques un constat culturel. Les grandes villes modernes ne sont jamais vraiment entrées dans l'imaginaire collectif européen, sinon comme un élément répulsif. Qu'il s'agisse de la dilatation des distances causée par le zonage fonctionnaliste, de la claustrophobie de ces immeubles et de ces quartiers, ou même de la profonde difficulté à réaménager des espaces qui se présentent comme universels, ce que l'on a appelé l'urbanisme d'hélicoptère est un objet de polémique depuis qu'il est apparu. On soulignera seulement que, pris dans l'enthousiasme rationaliste de son temps, Le Corbusier n'avait pas bien perçu le caractère changeant, élastique, malléable de la ville ancienne, qui fait qu'elle a tendance à mieux s'adapter aux nouveaux regards et aux nouveaux besoins sociaux. Ce que Le Corbusier considérait comme des taudis, reliques dépassées de sociétés mortes, sont aujourd'hui les adresses les plus chères de Paris. La notion de patrimoine, qui pose d'autres problèmes, a entièrement remplacé les grands projets de transformation de la capitale. On n'a plus beaucoup d'espoir en l'avenir, alors le passé prend de la valeur. Dans tous les cas, supprimer le passé des villes, ce serait empêcher toute contestation de la modernité, en empêchant l'esprit de prendre un recul historique et de prendre un peu de repos face à ces perpétuels projets.